Vous êtes sur la télévision rwandaise, bienvenue à votre grand rendez-vous d'actualité. Nous parlerons tout d'abord du café littéraire du professeur Félicien Kalégué, portant sur le livre « Qu'il était beau mon pays » qui s'est tenu à la Bibliothèque nationale de Kigali ce vendredi. Au sommaire également, plus de 1000 hectares de forêt ont été restaurés dans le district de Gicumbi grâce au projet Green Gicumbi. Madame, Monsieur, bonjour et merci de suivre la télévision rwandaise. Qu'il était beau mon pays. Présentation vendredi du livre Qu'il était beau mon pays par le professeur Kalégué Félicien. C'est un livre qui porte sur l'histoire des Rwandais, en particulier des Tutsis depuis 1959. L'auteur nous explique les raisons qui l'ont poussé à prendre ce titre. Le titre, c'est un clin d'œil nostalgique en fait de ce que moi j'avais vécu avant les crises sanglantes des années 59-60, 63, 64, 73, 90 et tout ça. Avant tout ça, il y avait un Rwanda que j'aurais appelé où il régnait une certaine harmonie entre les communautés, une certaine solidarité. Et les gens ne s'affrontaient pas en termes d'ethnie. Les gens vivaient comme des frères à l'époque. Et puis tout d'un coup, tout a été détruit. Il y a eu la désintégration totale de la société rwandaise. Et moi, avec un regard rétrospectif, je dis qu'il était beau mon pays. Ceux qui ont lu ce livre apprécient ce livre et invitent les plus jeunes à adopter la culture du livre. C'est un livre où la petite histoire s'imbrique dans la grande histoire. On y apprend beaucoup et c'est un livre où se reconnaissent beaucoup de Rwandais, que ce soit ceux qui n'ont jamais quitté le pays ou que ce soit ceux qui sont partis en exil. Donc c'est un livre vraiment qui en fait... c'est une autobiographie, mais qui peut être l'autobiographie de beaucoup d'autres. Et comme j'aime le dire en citant Victor Hugo, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Autrement dit, dans le livre de Kalégué, du professeur Kalégué, beaucoup de gens se reconnaissent. Donc c'est son histoire, mais ça peut être l'histoire de beaucoup de gens. Donc je l'ai apprécié, je l'ai beaucoup aimé, et c'est pourquoi j'ai même accepté de modérer le café littéraire autour de ce livre. C'est ça, je le dis toujours que les jeunes sont les porte-flambeaux de demain. Donc je suis content que quand même ces derniers jours, je participe à ces cafés littéraires et à travers, même dans des écoles, et que les jeunes s'intéressent à l'écriture, à la lecture et à l'écriture. C'est encourageant parce que ce sont eux effectivement qui vont perpétuer la mémoire de ce drame pour que le plus jamais ça ne soit pas une lettre morte. Voilà, donc c'est pourquoi je les encourage à écrire, à lire, à nous remplacer en fait, parce que nous sommes en train de partir. Ce livre me touche à divers titres. Il y a des parties du livre qui racontent des choses que je connais, parce qu'il y a un vécu commun, quand nous vivions tous à Genève. Et puis il y a l'enfance Mayaga dont j'ai tout le temps entendu parler, que je n'ai pas connue. Je pense que c'est la partie qui m'a le plus fascinée, qui est hélas aussi triste en partie parce qu'on connaît la fin qui est tragique. Et la partie qui m'a le plus touchée, je dois dire, c'est quelque part, c'est heureux qu'un homme de cette génération-là, mon oncle a 72 ans maintenant, qui a vécu en fait en accéléré l'histoire du Rwanda contemporain, le raconte. Beaucoup de femmes ont raconté, surtout des femmes rescapées, mais des hommes de son âge dans le paysage littéraire, en fait, il y a très peu d'autobiographies dans ce sens-là. Pour notre famille, c'est un héritage et une transmission, mais c'est un témoignage pour le monde aussi, et je suis heureuse qu'il existe. Complètement. D'abord, la première chose, je pense qu'il ne faut même pas avoir la capacité d'écrire. Son métier, il est scientifique et biologiste de formation. Sa vocation première n'était pas d'écrire. La motivation à l'écriture est venue vraiment par le besoin de raconter. Il y a beaucoup d'outils et de personnes qui peuvent aider à mettre en musique quand on commence à écrire. D'autre part, je pense à non seulement ma génération, moi j'ai presque 50 ans, mais mon fils et les plus jeunes. Le Rwanda contemporain, ce n'est pas seulement les hommes de son âge, contient des personnes qui inspiraient la jeunesse. On cherche des héros ailleurs, mais ils sont parmi nous, ils vivent avec nous. Et c'est non seulement un héritage pour nous, mais c'est aussi une force.
de savoir qu'on peut puiser dans le présent qui nous entoure pour aller de l'avant et absolument ne pas avoir peur. Voilà, après le café littéraire du professeur Félicien Kalégué, parlons de ceux qui ont souffert de la dépression dans le passé, qui estiment qu'il faudrait plus de sensibilisation pour prendre en charge les personnes atteintes de dépression. Ils affirment qu'une prise en charge non tardive augmente plus de chances de retrouver la joie de vivre. Les détails avec Winnie Moulounsis. Diverses personnes qui ont pu se remettre de la dépression sont unanimes à dire que cette dernière affecte profondément toute la personnalité, ce qui empêche la personne à vaquer aux activités normales de la vie quotidienne. Leurs témoignages montrent que la dépression s'accompagne des symptômes comme l'insomnie, le rhumatisme, le désespoir, l'isolement et le repli sur soi. Certains qui se sont confiés à la télévision rwandaise ont indiqué que cette situation a été causée entre autres par les problèmes familiaux tels que la perte des parents et proches et autres. Même s'ils ont traversé ces moments difficiles, ils expliquent que discuter avec des personnes de confiance et aller se faire soigner, cela leur a permis de guérir et de retrouver la joie de vivre. Ils conseillent à toute personne qui ont cette maladie d'aller rapidement se faire soigner. Innocence Nguiyumva, docteur psychologue, explique que beaucoup de fois on ignore les personnes qui sont en dépression au lieu de les aider en priorité. Des fois, on ignore cette maladie, mais pourtant, quand une personne est prise en charge, soignée tôt, cela favorise une bonne guérison. Quand une personne est en période de dépression, plus de 2 semaines, elle doit aller voir un docteur, car cette personne peut être guérie par des médicaments et des thérapies. Les experts en psychologie disent que lorsque cette maladie n'est pas bien soignée, elle se développe et peut même causer beaucoup de conséquences, notamment le suicide. Les statistiques de l'hôpital neuropsychiatrique Kalias Ndela démontrent que l'hôpital a reçu 7817 personnes qui avaient la dépression pour l'année 2020-2021. 46% étaient des femmes et 54% des hommes. 20% de ces personnes étaient âgées de moins de 19 ans, 42% avaient entre 20 et 39 ans et 38% avaient plus de 40 ans. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Dans le même ordre d'idées, en termes de santé mentale, les statistiques de l'hôpital neuropsychiatrique de Ndela montrent que la dépression est plus fréquente chez les jeunes. Et qu'est-ce qui justifie cette situation? Quel est le conseil à donner aux jeunes pour les aider à surmonter la dépression? Le docteur Wizozaru Takaire nous explique. C'est un problème de mindset. C'est un problème de mindset, c'est un problème de mentalité. Un problème de mentalité en ce sens que il y a un chercheur qui s'appelle Miles Monroe qui a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il a dit que nous avons 4 grands ennemis. Notre plus grand ennemi, c'est la peur, c'est l'ignorance, c'est la procrastination et l'indécision. Et 4 grands amis, la foi, la facilité de mettre en pratique les décisions et la facilité également de croire en nous, la confiance en soi. La plupart de notre jeunesse s'est retrouvée dans une période où les choses ne sont plus comme avant. Dans la génération qui est passée, il y a dans la majorité des cas, dans la majorité d'emplois, les personnes qui finissaient les études automatiquement étaient engagées, ils obtenaient un travail. C'était plus ou moins garanti quand tu as fait de grandes études. Mais les changements au niveau mondial se sont opérés avec la crise économique mondiale qui a commencé depuis longtemps mais qui est en train de s'aggraver d'année en année. Ça fait que il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui finissent les études mais qui ne trouvent pas de l'emploi. C'est là où je dis souvent que le problème à ce niveau de mentalité joue. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres jeunes qui profitent des opportunités qu'il y a d'entrepreneuriat, de self-entrepreneurship, pour commencer certaines activités et se rendre ainsi utile. Alors souvent, quand je fais du mentorship ou bien du coaching, j'aime enseigner les jeunes de changer la mentalité, de ne pas toujours attendre des parents, de ne pas toujours attendre du gouvernement, de la société, mais en premier lieu de chercher en eux les solutions. Parce que la première source des richesses, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes.
Et le jeune, il a le potentiel de l'avenir et il a le potentiel qu'il a en lui. Il doit découvrir ce potentiel, le maximiser et l'exprimer. Et ce potentiel, ce sont les passions qu'il a en lui, ce sont les rêves qu'il a en lui, ce sont les idées qu'il a en lui, c'est ce qu'il aime le plus, qu'il peut donner, qu'il peut faire avec passion et le faire avec excellence. C'est ce qu'il fait, qui est beaucoup apprécié par les autres, ce qu'on appelle le domaine de son excellence, le domaine de sa passion. C'est toutes ces choses-là qu'il peut utiliser. Et aussi, c'est les dons qu'il a en lui. Des dons innés, des dons par l'auto-formation, par la formation classique, et des dons spirituels et d'autres dons. Toutes ces choses, il doit changer de mentalité en se disant quels sont les besoins qui sont dans la société que je peux résoudre. Au niveau social, au niveau spirituel, au niveau des familles, au niveau de la psychologie. Le premier facteur, c'est cet aspect-là de mentalité, où ils se disent non, quand est-ce que le gouvernement va nous aider, quand est-ce que la famille va nous aider, et qui va me donner le capital, Le premier capital, c'est ce que tu as en toi. Cherche d'abord à découvrir ce que tu as en toi, ça va provoquer la manifestation du capital. Parce qu'à partir de l'idée, à partir du moment où tu commences à te poser des questions du genre, quels sont les problèmes qui sont dans la société que je peux résoudre? Parce que chacun de nous a un niveau des choses qu'il connaît, que l'autre ne connaît pas, des choses qu'il a, que l'autre n'a pas. Qu'est-ce que je peux aider pour aider les autres? Dès que tu commences à te poser des questions comme ça, tu peux créer des choses qui sont innovatrices et qui peuvent te permettre d'être occupé. La première source de richesse, c'est nous-mêmes. Merci Wizoza, Dr Wizoza Lutakaile. Place maintenant à l'environnement pour parler de plus de 1000 hectares de forêt qui ont été restaurés dans le district de Gicumbi grâce au projet Green Gicumbi. Les personnes qui possèdent ces forêts dans le district de Gicumbi se disent prêtes à préserver ces forêts car elles ont compris l'avantage qu'elles en tirent à l'avenir. Il y a 2 ans, de nouvelles forêts ont été plantées dans 9 secteurs du district de Gicumbi et d'autres ont été restaurées. Ceci fait partie de la lutte contre l'érosion des sols dans cette zone montagneuse. Certains de ces résidents, dont les forêts ont été boisées, soulignent les avantages qu'ils attendent dans la production de ces forêts. Green Gicumbi a restauré nos forêts. Vous pouvez voir que c'est une très belle forêt comparée à la précédente. Avant, nous n'en tirions aucun bénéfice. Mais maintenant, nous entendons beaucoup de production. La réforestation est l'un des 4 programmes inclus dans les activités de résilience de la communauté pour faire face au changement climatique et aux catastrophes dans le projet Green Gicumbi. Alors que 1107 hectares dans la forêt ont été plantés et d'autres ont été restaurés dans les divers secteurs de ces districts, comme que leur objectif est d'atteindre 2000 hectares. Rurangwa Félix, directeur de la recherche forestière et de la vulgarisation à Green Gicumbi, a indiqué qu'ils attendaient que ces semences plantées produisent beaucoup plus que les semences actuelles. Dans une étude que nous avons menée, nous avons constaté que pour 1 hectare, ils obtiennent plus de 30 à 50 bosquets d'arbres et qu'une forêt bien préservée peut produire plus. Alors vous comprenez la perte que les habitants ont subie. Nous avons le marché pour la population. Donc nous prévoyons de coordonner les investisseurs et ses habitants afin qu'ils puissent générer des profits en travaillant avec ces investisseurs et en obtenant la production de la forêt également. Les résidents de la forêt ont été restaurés gratuitement et ont également obtenu des emplois dans les diverses activités de préparation des semis et des plantations. Ces résidents ont également reçu des poêles à charbon de bois. Ils nous ont dit qu'ils importaient les poteaux parce que pour nous n'avions pas d'arbres pour cette fin. Alors je suis assigné à préserver mes arbres pour que je puisse obtenir des poteaux d'œufs, puisqu'un poteau coûte plus de 100 000 francs rwandais, ce que je ne gagnais pas avant. Donc vous comprenez bien que je dois le préserver soigneusement en faisant une supervision quotidienne pour me rassurer qu'il n'y a aucun problème. L'augmentation de la superficie des boisements est un autre avantage clé pour les usines de transformation du thé qui ont également besoin de bois pour leur activité quotidienne.
Actuellement, l'usine de thé de Mulindi a été dotée d'équipements permanents de contrôler la quantité de thé traité, ainsi que le bois et l'électricité nécessaires. Le directeur de l'usine, Benjamin Yego, souligne que les machines ont permis de réduire de 20% la quantité de bois utilisée. D'autre part, en raison de la grande quantité de bois utilisé par l'industrie du thé, il y a des demandes de recherche pour montrer s'il existe d'autres méthodes disponibles qui peuvent être utilisées dans l'usine de thé pour remplacer le bois. Jessica Agassaro, télévision rwandaise. Dans le secteur de Rwimbogo, en district de Rusizi, il y a une coopérative appelée Kokorwi qui comprend 44 membres qui faisaient partie de la première catégorie sociale, mais qui maintenant ont vu leur niveau de vie être amélioré grâce à la bonne gestion des prêts de VUP qui leur avaient été fournis. Ils sont actuellement en train d'aider les autres. Le récit suivant en dit plus. À la base, c'était une coopérative de très peu de membres qui a en commun l'appartenance à la première catégorie sociale vivant dans les zones à risque. Les moyens financiers qui leur sont accordés leur permettaient d'utiliser par semaine 500 francs rwandais dans le cadre de tontines qui à la longue ont été une source d'octroi de prêts considérable. Actuellement, ils vendent les produits alimentaires pour le bétail. Après avoir honoré ces prêts, ils en ont pris un autre d'une valeur de 5 millions de francs rwandais pour acheter 10 cochons. Cette coopérative emploie maintenant 3 travailleurs dont la rémunération mensuelle est de 100 000 francs rwandais. Cette année, cette même coopérative a payé les frais de mutuelle de santé de 33 personnes. La secrétaire d'État au ministère de l'administration locale, appréciant cette initiative, a aussi souligné que la priorité est de continuer à aider ceux qui sont sur le seuil de la pauvreté dans le cadre du développement personnel, avec bien entendu leur volonté de se développer. Actuellement, il y a encore près d'1 million de ménages dans tous les pays, avec environ 4 millions de personnes encore dans les catégories sociales nécessitant de l'aide particulière. L'objectif étant d'atteindre le niveau de ces 2 résidents de Est-Rwimbogo. Les experts dans les relations internationales estiment que le Rwanda, tout comme les autres pays africains, peuvent s'inspirer du développement et du modèle chinois pour accélérer leur développement. Ilagena Fidance, qui préside l'association des anciens étudiants rwandais en Chine, indique que le développement de la Chine est le résultat des efforts constants de la population chinoise appuyée par la détermination des autorités. Et chez eux, le citoyen est d'une grande valeur à tous les niveaux. L'évolution s'appuie sur la culture. Ils s'appuient sur ce qu'ils possèdent déjà avant de songer aux importations. Ils fixent leurs priorités sans tenir compte de l'extérieur. Nos pays en voie de développement devraient s'en inspirer, valoriser nos langues qui nous unissent et comprendre que c'est un atout de développement. Ilagena Fidance a également précisé qu'en imitant cet exemple, le Rwanda et d'autres pays africains peuvent accéder au développement. Et cet avis est partagé par l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Rwanda qui se félicite de l'excellence des relations entre son pays et le Rwanda. Rwanda and China share a lot of similarities. Le Rwanda et la Chine ont en commun plusieurs choses que j'ai apprises depuis mon arrivée ici comme ambassadeur. Le Rwanda et la Chine sont des pays qui évoluent. Ils ont en commun un passé colonial et les défis de la pauvreté. Deuxièmement, les 2 pays jouissent d'une gouvernance efficace. Le président Paul Kagame est respectueux de la population et principalement, comme en Chine, la population œuvre au développement de la nation. Les juristes et ceux qui suivent de près les procès de présumés génocidaires se trouvant hors du Rwanda estiment que la lenteur observée dans ces affaires complique l'éradication de la culture de l'impunité. Cela intervient alors que le procès de Félicien Kabuga, par exemple, est suspendu jusqu'au 31 janvier courant pour Sehene Ruvugiro Emmanuel, journaliste depuis plus de 30 ans au Rwanda. Les irrégularités dans le procès Kabuga sont regrettables. Il ajoute tout de même que la retenue même de ce procès est très significative. Le procès Kabuga est plein de signification également, parce que il est présenté même devant le TPR qui a initié son dossier avant de
De le transférer. Oui, avant de le transférer, il est considéré comme l'argentier du génocide, comme le financier. Le grand financier. Comme l'homme sans lequel le génocide n'aurait pas eu lieu. Et c'est lui qui était à la tête de ce qu'on appelait à l'époque l'autodéfense civile. Hein. Oui. L'homme sans son argent, les moyens que les Interahamwe ont utilisés pour, je pense notamment aux fameuses machettes, je pense on parle surtout des machettes, mais c'est la pour les véhicules, le transport, ouais. Donc l'homme sans lequel le génocide n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'avait pas mis tous ses moyens. Les avocats de l'accusation parlaient de l'homme qui a rendu le génocide possible. Oui, oui, oui. Donc, aujourd'hui, voir Kabuga jugé, c'est aussi une sorte de pas marqué par la justice. Parce que pendant plus de 23 ans, on parlait de Kabuga qui se transformait en ceci, en cela. On parlait de Kabuga aujourd'hui au Kenya. Qui apparaissait, disparaissait. Oui, apparaissait, disparaissait. On parlait de Kabuga insaisissable. Oui. Autrement dit, une sorte de spectre. Autour de lui. Oui, qui tournoyait et dont tous les mécanismes de la justice ne pouvaient l'attraper. Donc, quand donc, le 16 mai 2020, la justice, quand la sécurité française met la main sur lui, c'est déjà une sorte de victoire. Oui. Mais quel homme retrouve-t-on à ce moment-là? C'est un homme malade, presque fini. Oui. Le voir jugé aujourd'hui, c'est en réalité une sorte d'avancée, de pas contre la montre, parce que, vu ses différentes pathologies, vu son âge, on dit voilà, s'il meurt, hein, la présomption d'innocence. Oui. Il aura bénéficié de cette présomption d'innocence, il mourra innocent. Pour le juriste André Martin Kalongozi, qui faisait partie des avocats des parties civiles dans le procès de Laurent Wauquiez-Walluta à la cour d'assises de Paris, juger les présumés génocidaires plus de 28 ans après les faits présentent de nombreux défis. L'oubli après autant d'années, et puis surtout le fait qu'il y a des informations qu'on obtienne au fur et à mesure. Même aux commémorations de cette année, on découvre encore d'autres choses. Nous découvrons pas mal d'informations à la cour ici. Et l'exercice ici nous fait, c'est très riche dans le sens où nous entendons les gens qui témoignent à des charges et des gens qui témoignent à charge. Donc c'est une confrontation. Heureusement qu'il y a des gens qui se sont repentis, qui nous donnent des informations. Mais naturellement, après un certain nombre d'années, on peut oublier certaines choses. Pour la page sport, la direction du Tour du Rwanda se félicite de la participation confirmée du quadruple champion du Tour de France, Chris Froome, à l'édition 2023 du Tour du Rwanda. Jean-Damascène Manéchim. Cette grande fête du cyclisme au pays des Mille Collines va se dérouler du 19 au 26 février prochain avec une participation confirmée des grands coureurs de renommée internationale, comme le Britannique Chris Froome qui va rouler pour Israel Premier Tech, l'une des équipes qui ont confirmé leur participation à la course de cette année. Qui représente une telle figure autour du Rwanda,
Élément de réponse avec le directeur général du Tour du Rwanda. C'est une marque de confiance très importante pour nous. Comme j'avais dit tout à l'heure, où je remercie encore Chris Froome d'abord et puis également l'équipe Israël Première Tech pour avoir accédé à notre demande. Donc c'est très important de recevoir un grand coureur comme Chris Froome, en plus un Africain, ce qui est important pour nous parce que malgré tout il est africain. Je pense que c'est d'abord, ça nous légitimise encore plus en tant que Tour du Rwanda, étant la plus grande, on va dire, course sur le continent africain. Donc c'est très important pour nous d'être légitimisés également d'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas légitime jusque-là, mais ça c'est un plus. Comme on dit, c'est la cerise sur le gâteau. Donc ça c'est très important, mais aussi je pense que par rapport à toute cette stratégie qu'on a du pays en termes de tourisme et d'attractivité, de pouvoir se positionner comme une destination touristique, c'est très important parce que quelqu'un comme Chris Froome aura un impact important parce que c'est quelqu'un qui sur les réseaux sociaux a des dizaines de millions de followers, donc c'est quelqu'un qui a un impact certes, mais aussi d'un point de vue sportif, c'est bien qu'il puisse aussi se frotter sur les routes du Rwanda, qu'il voit un peu de quoi il s'agit en préparation des championnats du monde en 2025. Je pense que c'est le premier athlète aujourd'hui de ce niveau qui vient en fait faire une expérience sur on va dire le parcours du Tour du Rwanda et je suis sûr qu'il y aura beaucoup à dire après le Tour du Rwanda ou pendant le Tour du Rwanda. Donc il n'y a que on va dire du bon dans tout ça pour l'organisation, mais également, comme je dis toujours, pour le pays également. C'est très important d'avoir quelqu'un du calibre de Chris Froome sur le Tour du Rwanda. Et à lui d'ajouter que les coureurs rwandais profiteront de cette édition pour beaucoup apprendre et pourquoi pas chercher à s'imposer. Je pense que c'est d'abord le mental, c'est ça qui est plus important. Je pense que ce qui est important, c'est que nos coureurs d'abord aient un mental de fer. Chris Froome, c'est sûr qu'il apporte un peu de peps sur on va dire sur la course, mais à la fin de la journée, c'est un jeu collectif. Donc nos coureurs peuvent aspirer battre Chris Froome. Je pense qu'on a eu dans le passé, vous avez vu, on a eu dans les précédents Tours du Rwanda, on avait de grosses équipes, on avait de très grands coureurs. Mais on a failli même remporter, je pense en 2020, si je ne me trompe, il y avait le jeune Moïse qui a failli remporter. Et pourtant, il faisait face à des monstres de coureurs et d'équipes. Donc, le plus important pour nous, je pense qu'il est important d'avoir un mental de fer et aussi avoir une confiance en soi et se dire que oui, que ce soit Chris Froome ou pas, pourquoi pas, on peut bien gagner également le Tour du Rwanda, mais il faut rester également réaliste. On a encore un long chemin à faire, mais ça ne dit pas que c'est impossible. C'est ce qui est important, ce n'est pas impossible. Né au Kenya, Chris Froome s'est imposé comme un coureur chevronné de classe mondiale qui a connu un succès rapide, remportant toutes les courses cyclistes mondiales possibles, y compris le Tour de France, le Giro d'Italia et le Tour d'Espagne. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je vous souhaite de passer une bonne suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Tikoumassawo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.